du sobre ou de l'alcoolique sera le plus malheureux quand l'alcool viendra à manquer. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelque temps, je prenais un café chez un ami et il m'a dit une phrase qui m'est restée dans la tête. Il m'a dit « Tu sais Valentin, je comprends bien ton histoire d'écologie, qu'il y a une urgence et tout, mais moi j'ai peur d'y perdre tout ce qui me rend heureux aujourd'hui. » Sur le moment, j'ai pas trop su quoi répondre. Alors après un instant de silence, on est reparti sur une autre discussion. Mais moi c'est resté dans un coin de ma tête. Donc devinez ce que j'ai fait en rentrant chez moi. J'ai tenté de me mettre à sa place. Mon ami est un adorateur de café. Il en boit des tasses et des tasses tous les jours. Donc je me suis posé la question de comment il me voyait. Moi, je débarque comme ça tranquillement et je lui dis « Mec, tu devrais boire un peu moins de café parce que ta machine à café, elle consomme trop là. » Évidemment, ça passe pas bien. Donc je me suis assis dans mon canapé pour réfléchir. Et c'est là que j'ai compris que le défi n'était pas seulement physique, mais qu'il y avait une grande part de perception. Les gens ont peur d'avoir moins, donc d'être pauvres. Mais vivre avec moins ne veut pas forcément dire être pauvre. Ça peut aussi vouloir dire vivre sobrement. Effectivement, d'un point de vue externe, la pauvreté et la sobriété, c'est très sensiblement la même chose. Dans les deux cas, on vit avec moins. Mais il y a une nuance très importante à comprendre, qui se situe dans la perception des gens. La pauvreté rend triste, alors que la sobriété rend heureux. Avant que je vous explique pourquoi, vous êtes en droit de vous poser la question. Pourquoi changer de perception serait-il si important dans la société actuelle ? Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, l'Europe est en pleine décroissance énergétique, car la quantité d'énergie disponible et importée diminue. Ce qui contribue à rendre progressivement la vie de plus en plus difficile pour une majeure partie de la population. Comme on peut le voir sur les importations de charbon, de pétrole et de gaz en Europe, depuis 2005, on est de plus en plus restreint. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose fondamentale. Toutes les ressources matérielles dont nous disposons dépendent de l'énergie. Extraire du métal, transformer du plastique, transporter des marchandises, faire tourner des usines, même produire de la nourriture. Tout demande de l'énergie. Et même les produits importés sont concernés. Pour qu'un objet arrive jusqu'à nous, il faut de l'énergie dans le pays producteur et de l'énergie pour le transporter sur des milliers de kilomètres jusqu'en Europe. Et même sur place, il faut aussi de l'énergie pour le transporter sur les territoires. Certes, malgré ce manque d'énergie, certains entrepreneurs continuent de trouver des moyens détournés pour nous proposer des produits à bas coût, mais de qualité médiocre. On compresse, on optimise, on coupe dans la qualité pour maintenir les prix bas. Mais ce modèle touche à sa fin. Les marges sont déjà réduites, la qualité déjà affaiblie et l'énergie devient trop chère. La bulle risque simplement d'exploser. Les prix monteront, les produits disparaîtront ou les entreprises s'effondreront. Moins d'énergie, ça veut simplement dire moins de production, et donc moins de ressources individuelles. Ça peut donner l'impression d'un discours pessimiste. Mais il faut résister à la panique et de toute façon, on est foutu. Car il y a peut-être un moyen de faire passer l'orage sans être mouillé. Si on part du postulat suivant, on aura accès à moins de choses à l'avenir, il va nous falloir apprendre à nous séparer du bonheur offert par la consommation, si tant est qu'il soit un bonheur. En gros, celui qui sera le plus heureux, c'est celui qui saura voir ce qu'il gagne à avoir moins. Si je reprends ma question d'ouverture, on peut facilement le comprendre. Qui, du sobre ou de l'alcoolique, sera le plus malheureux quand l'alcool viendra à manquer ? La réponse n'est pas difficile, c'est l'alcoolique. Il vivra un manque. Et c'est là que la perception est importante. De l'autre côté, le sobre ne désire pas l'alcool, même s'il en boit parfois. Dans sa perception à lui, le sobre ne se définit pas lui-même, ne se pense pas comme quelqu'un ayant moins qu'un autre. Un pauvre ne l'est donc qu'en comparaison avec les autres, et c'est ça qui le rend triste. Le sobre se voit avec d'autres richesses, et ça le rend heureux. Vous allez me dire, concrètement, la vision du sobre, ça change quoi dans le quotidien ? Pour vous l'expliquer, prenons d'abord un exemple un peu bateau. Dans sa perception, le pauvre perd partiellement l'usage de sa voiture, car l'essence coûte plus cher.
De l'autre côté, le sobre prend son vélo, et non pas par simple bonté envers le monde, il y voit d'autres bienfaits. Il fait plus de sport, faire du vélo quasiment tous les jours le rend plus alerte, et il se sent plus vivant. Il y voit une opportunité d'avoir un petit moment à lui pour réfléchir. D'un côté, le pauvre n'a plus les moyens d'acheter pour remplacer ses objets cassés. De l'autre, le sobre apprend à réparer ses objets. Il gagne en autonomie et en confiance en lui. Il apprend à créer, à améliorer et à réparer. Le sobre a des compétences qui vont au-delà de la consommation morte. Bricolage, cuisine, habilité physique, créativité et plein d'autres. Et c'est ça qui le rend heureux. Le sobre est un atout pour sa vie et pour son entourage. Plus besoin de s'anesthésier dans la consommation pour être heureux, simplement le fait d'être utile aux autres et à soi permet de l'être au moins tout autant. Mais du coup, comment peut faire mon ami avec son café ? Eh bien, exactement comme le sobre face à l'alcool. Si on y réfléchit, ce qui le rend heureux, ce n'est pas le nombre de tasses de café qu'il boit, c'est le rituel, le goût, la chaleur de la tasse, le moment pour lui. Et ça, il peut le retrouver autrement, et peut-être même y trouver plus de profondeur. Acheter un café de meilleure qualité et au goût plus intéressant, peut-être produit localement et de manière éthique. Apprendre à faire son café à la main et non avec une machine très énergivore. Ça lui offrirait la possibilité de créer un lien plus fort avec son café. Se rendre moins dépendant de l'objet fini et plus amoureux de sa maîtrise. Et si un jour malheureux, le café venait réellement à manquer, le sobre du café, celui qui l'apprécie sans en dépendre, sera toujours plus heureux que l'addict qui n'y voit qu'une perte.